Avant d'attaquer notre premier rendu de notre Ferrari, qui sera un rendu studio un petit peu limite typé illustration, on va pas essayer d'aller directement dans le réalisme. On va d'abord voir les options de rendu et comment ça se passe. Mais avant toute chose, je rouvre ma scène et je vois ici des petits problèmes de transparence, vous voyez, vis-à-vis des textures qu'on a affichées. Donc si vous avez ce genre de soucis, que vous voulez vous les éviter, et que votre carte graphique le permet, si vous cliquez sur affichage ici, vous avez haute qualité OpenGL, vous l'activez, et ça gomme les petits soucis d'affichage, ça rend la chose un peu plus jolie. Voilà, c'est un petit détail, on avait oublié d'en parler, donc c'est canon. Alors, pour le rendu, on a ici, si vous cliquez, les réglages de rendu. Le rendu, ça se passe avec ces trois boutons. On va y revoir après. Tout d'abord, les réglages. On a un premier bouton ici, généralité. Alors celui-ci, il est très simple puisqu'il permet de choisir le moteur de rendu. Donc, par défaut, on a un rendu complet qui est le rendu type de Cinema 4D. Aperçu logiciel et matériel, c'est si vous voulez faire une sauvegarde de votre viewport en image. Et enfin, Cineman, qui permet d'utiliser des moteurs type Renderman qui ne sont pas par défaut dans Cinema 4D. Et il existe d'autres moteurs de rendu comme Final Render ou V-Ray qui peuvent être installés pour Cinema 4D et qui apparaissent ici, et c'est ici qu'on choisit. Donc on revient au rendu complet. Ensuite, il y a sortie. Alors, sortie ici, c'est la taille de l'image du rendu. Donc, par défaut, on est en 320-240, ce qui est un peu petit. Donc, on peut par exemple venir sélectionner film et vidéo et mettre du HD 720. Moi, c'est ce que je mets en général. C'est un bon compromis, c'est relativement de bonne qualité déjà. Vous voyez que derrière, ça a changé parce que le ratio de l'image a changé. Donc, du coup, le viewport s'est adapté. On sache à peu près ce qui est rendu. Et dans ce panneau, il y a différents formats, enfin différentes options, les formats de film, donc là qui s'est automatiquement réglé en HDTV 16 neuvième, l'aspect du pixel, donc carré ici, la vitesse de défilement, si vous rendez une animation, donc ici vous pouvez choisir justement. Par défaut ici, donc on rend image courante, c'est-à-dire que là vous voyez sur la timeline qui est ici, je suis à l'image 0, et bien ça va me faire un rendu de l'image 0. Si je suis à 5, ça fera un rendu de l'image 5. Vous pouvez choisir manuel. Donc par exemple de dire de 0 à 0 ou de 0 à 100 frames par exemple pour rendre de l'animation sur 100 images. Vous pouvez mettre toutes les images, donc ça concerne toute votre timeline, ou un aperçu pour un rendu rapide d'une animation par exemple. Quand on fait de l'anime, on sort ce qu'on appelle dans le jargon des playblasts, qui sont des animations simplifiées, avec le rendu du viewport, vous voyez comme on a derrière, pour qu'on puisse voir directement ce que ça donne, sans passer par un rendu long. Donc nous on va rester en image courante, comme ça on est tranquille. Ensuite, il y a ici enregistrer. Enregistrer qui peut se cocher ou se décocher. Ça fait en sorte d'enregistrer votre image une fois que vous la rendez. Pour ce faire, il faut rentrer un chemin d'accès ici. On le fera plus tard. Vous pouvez choisir le format de l'image. Vous voyez qu'il y a tous les types de formats d'image connus. On va travailler, nous, souvent en PSD, puisque comme ça, on peut ouvrir directement l'image derrière. Ici, petites options si vous êtes encore sur Photoshop 7. La profondeur, donc vous pouvez mettre 8, 16, on va rester à 8, nous par exemple. Vous pouvez choisir, lorsque vous faites une animation, ce qu'on appelle le padding, et donc nous ça ne nous concerne pas, mais ça permet de choisir comme vous voulez appeler votre image. Vous voyez que les choses, je sais pas pourquoi, il y a en fait enfin, 3 à 4 fois la même chose. Peut-être que si on met un chemin d'accès ça change, mais ça permet souvent de choisir comment mettre les numéros de frame derrière. Enregistrer un canal alpha, donc on peut choisir d'enregistrer, admettons que ça ne nous concerne pas, mais admettons qu'on rende un objet avec un fond noir, on peut choisir d'enregistrer un canal alpha, ce qui permet par exemple en compositing de rendre, je sais pas moi, quand vous faites des effets spéciaux, vous faites une intégration allez, admettons d'un bête cube sur une table, vous faites le rendu, il est sur fond noir, vous enregistrez un canal alpha qui sera intégré dans votre suite d'images. Évidemment, ça ne fonctionne qu'avec certains types, hein. Le JPEG n'a pas de canal alpha, on peut le cocher, mais il n'en a pas, donc c'est inutile. Vous pouvez choisir de le séparer, d'enregistrer un deuxième PSD par exemple, un deuxième TIFF, peu importe, avec juste le masque d'alpha. Vous pouvez enregistrer ici, vous voyez, des fichiers de composition qui sont directement pour des logiciels bien particuliers, on ne va pas l'aborder, ça passe dans des domaines un petit peu complexes du compositing, on restera sur Photoshop. Mais c'est possible de sortir directement par exemple, des fichiers After Effects qui concernent, enfin, qui ont en mémoire les caméras, les données 3D,
Ça permet du coup de définir un chemin pour une caméra 3D et de l'avoir directement dans After. Ça peut être pratique pour certains types de projets. Le multipass, alors on va en parler très rapidement. Les passes, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation en divers éléments de votre image. C'est-à-dire qu'on va faire le rendu de notre voiture, on va pouvoir, et ça on l'abordera dans le rendu intégration, on va pouvoir sortir une image qui n'a que les réflexions, une image qui n'a que les ombres, une image qui n'a que la couleur, et ainsi de suite, pour ensuite pouvoir recomposer l'image en rajoutant ces calques en pile et pouvoir retravailler plus précisément certaines zones. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une ombre qui est un petit peu disgracieuse, je voulais dire une réflexion qui est un petit peu disgracieuse à un endroit, et bien vous pouvez très bien essayer de refaire le rendu, de la cacher, mais ça demande de faire un nouveau rendu, c'est un peu long, c'est pas forcément utile. Si vous avez une passe de réflexion, bien vous pouvez très bien sur Photoshop venir travailler dessus, gommer ce qui vous plaît pas, et ainsi venir retoucher l'image vraiment en détail sur les différentes couches. Euh, L'exemple aussi le plus probant, c'est que si vous sortez votre voiture comme ça avec une passe de couleur qui sera la couleur de la carrosserie en rouge, et bien vous pouvez très bien choisir de changer cette couleur, de transformer en jaune dans Photoshop, et ainsi vous aurez tout votre rendu avec les réflexions et une voiture jaune sans avoir à revenir dans ces 4D, à changer le shader, et ainsi de suite. Extrêmement pratique, on en reparlera en détail ensuite. L'anti-aliasing, alors l'anti-aliasing c'est quoi? C'est ce qui permet de supprimer l'effet pixelisé qu'il y a sur les bordures lors du rendu. Par défaut, il est ici en géométrie. Géométrie c'est le mode de base, ça correspond à dire une première base d'anti-aliasing assez classique mais pas très puissante, puisque par exemple, nous, elle ne sera pas suffisante, car géométrie, eh bien, dès que le rayon passe à travers une matière transparente, donc par exemple nos vitres, eh bien, ce qu'il y a derrière n'est plus anti-aliasé. Donc il faut absolument passer à au mieux, et on va laisser ensuite les choses comme ça. Ici, vous avez différents filtres d'anti-aliasing, donc par défaut, image fixe, c'est plutôt bien. Animation, j'ai jamais vraiment touché ça, j'imagine que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide, un brin flouté mais qui correspond à l'animation, ça devrait marcher. Ici vous avez le niveau minimum maximum, donc là vous choisissez combien maximum sera échantillonné votre anti-aliasing, à combien de fois le rayon repassera sur une zone pour la rendre plus lisse sur les bordures. 4 x 4 c'est déjà une bonne valeur, moi j'ai jamais été pris en défaut par cette valeur là. Quand vous faites des grosses images, il peut évidemment servir de monter, mais évidemment ça augmente le temps de rendu en conséquence. Les autres paramètres, je ai jamais touché, donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vous expliquer ce que ça va changer de différence en anti-aliasing, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Alors dans les options, il y a énormément de choses, on va pas aborder chaque truc. En tous les cas, vous pouvez déjà décocher ici éclairage automatique, ça va faire en sorte que sans lumière, eh bien, il n'y en a pas, ça va pas venir gâcher quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui peuvent être changées. Par exemple ici, rayon maximum, réflexion maximum, vous allez pouvoir régler le nombre de rebonds que fait la lumière sur une réflexion. Par exemple, si vous mettez 1 et que vous avez deux boules réfléchies, bien la deuxième n'obtiendra pas de réflexion parce que le rayon sera limité à 1. Donc moi par défaut je laisse ces valeurs. Forcément ça c'est un temps de rendu, dès qu'on baisse ces valeurs, eh bien ça permet de d'avoir un rendu plus rapide. Mais au moins avec ces valeurs on n'est jamais pris à défaut. Et je suis pas assez expert pour vous dire combien il faudrait par valeur. Après ça dépend de chaque scène bien entendu. Une scène avec beaucoup de réflexion, eh bien peut-être que même 5 sera pas suffisant. Mais en nombre, par exemple, allez, on peut dire qu'on va descendre à 5. Ça va accélérer le rendu lorsqu'il s'agira de mettre une lumière en area, je vous en parlerai après. Mais peut-être que ce sera pas bon. Donc on va laisser 5, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais non, en fait, regardez ce qu'on va faire. On va laisser 15, on fera un rendu. Alors, on verra le temps que ça met, on verra 5, on verra si ça fait une différence. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc je vais pas revenir sur chaque paramètre parce que très honnêtement, je les change jamais. Et je suis pas assez expert en fait en cinéma 4D pour le rendu pur. Donc même je peux pas vous dire exactement, là de visu, je peux vous dire que le volumétrique est activé ou pas. Si on le met, le volumétrique c'est ce qui permet d'avoir un effet, vous savez quand une lumière passe par une fenêtre et qu'on voit la poussière à travers la fenêtre, eh bien on peut avoir cet effet. Ben, si on le décoche au moins il sera inactif dans dans tout le rendu. L'effet de dispersion, je suppose que c'est pour les matériaux qui ont de la dispersion, par exemple de la réflexion, dans la transparence. Vous pouvez venir ici décocher sans avoir repassé dans tous les shaders pour le désactiver. Ça peut servir si vous voulez faire un rendu sans la dispersion, de voir rapidement ce que ça donne, puisque ça prend du temps de rendu, et de le réactiver à la volée. Vous pouvez également désactiver. Permet, voilà, en outre d'activer, désactiver beaucoup de choses.
Limiter les ombres à 12, comme ça vous êtes sûr que vous avez que des ombres douces et pas d'autres. Vous pouvez choisir d'annuler le rendu si erreur texture, c'est-à-dire que par défaut, si une texture n'est pas trouvée, n'existe pas, ou s'il y a quelconque problème avec une texture lors d'un lancement de rendu, en général, Cinema 4D vous met un petit message avec les textures incriminées et vous demande si vous voulez annuler ou pas. Et bien si vous le décochez, a priori, eh bien vous allez faire le rendu quoi qu'il arrive. Les options Cineman qui se sont lancées lorsque j'ai cliqué sur Cineman, donc qui n'ont aucun intérêt, et aperçu matériel, même chose, ça s'est activé lorsque on a mis aperçu matériel, ça permet du coup de choisir de faire votre rendu de viewport en activant l'OpenGL, en mettant un petit peu d'aliasing. Ensuite, il y a d'autres boutons qui nous intéressent, c'est les boutons effets ici. Alors là, il y a beaucoup de choses. On va en parler très rapidement maintenant. On va se servir que peu de choses au final. L'accentuation ici, vous voyez, quand vous choisissez un effet, il apparaît ici dans la liste, vous pouvez le cocher, le décocher. L'accentuation, ça permet de faire un faux effet d'accentuation sur les bordures, de rendre l'image plus nette, mais c'est du... comment dire, c'est la tricherie, hein, donc on l'utilise très rarement, d'autant plus que les trois quarts de ces effets, eh bien en fait, sont utilisés après dans Photoshop pour aller plus vite. Ce qui nous intéresse souvent, c'est l'illumination globale qui va permettre de simuler le rebond de la lumière de manière réaliste. Mais alors attention, celui-là on va l'aborder quand on fera le rendu en extérieur, mais il prend énormément de temps de rendu. Donc pour le studio, on ne va pas l'utiliser. Ensuite, un intéressant, il y a l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, on en a déjà parlé très rapidement. C'est ce qui permet de faire les ombres de contact. Donc ça ne prend pas en compte la direction de lumière, mais la proximité entre les objets. Donc ça permet d'accentuer les ombres, c'est très pratique. On va pas s'en servir non plus pour le studio, on va essayer, en plus de ça, dans le studio, d'aller à l'essentiel, de faire des rendus rapides. Et on abordera ça plus précisément lorsqu'on fera le rendu en extérieur. La profondeur de champ, par exemple, la même chose, on s'en sert jamais dans Cinema 4D parce que pour peu qu'elle soit ratée, eh bien, on n'a pas envie de refaire un rendu. Donc on sort en général une passe qui donne des informations de distance et on applique ça directement dans Photoshop quand on a besoin d'en faire. Rendu cellulo par exemple, intéressant, qui permet de faire un rendu filaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une image en noir et blanc et ne voir que les traits de votre rendu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, correction de couleur, même chose, saturation, luminosité, contraste, comme sur Photoshop, mais évidemment on ne le fait pas dans Cinema 4D. Donc les plus importants, ce sont illumination globale et occlusion ambiante. Tout le reste, c'est plus spécifique, comme le rendu cellulo, le Sketch and Toon, qui est le module de rendu non réaliste. Donc, flou directionnel, pareil, toutes ces choses-là, on ne les fait jamais dans Cinema 4D. Jamais de flou au rendu 3D, c'est pas intéressant. Le multipass ici, on y reviendra. C'est ce qui permet de choisir les passes qu'on veut sortir. Vous voyez qu'il y a vraiment un choix conséquent. Ombre, réflexion, réfraction, occlusion, réflexion, transparence, tout ça, on y viendra dans le rendu plus réaliste. Et enfin, une deuxième chose, ici, vous avez, on va dire, des presets de rendu. Vous pouvez choisir, par exemple, de créer nouveau et d'appeler 2, admettons. Et regardez bien les sorties ici, bien on est revenu dans nos paramètres de base, 320, 240. Et si je clique sur nouveau, qui était le preset de base, et bien, vous voyez que, bon, ça n'a pas changé dans le viewport, mais je reviens à mes options. Tout simplement parce que là, j'ai cliqué sur nouveau, je reviens dans mes options. Mais pour le voir et l'utiliser, il faut que je clique sur le même bouton ici que les caméras. Donc je peux très bien venir sur 2 et modifier ces valeurs sans être dessus. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire une production avec plusieurs presets de rendu et de pas faire gaffe, de venir cliquer sur le nom. Vous voyez, genre je clique sur nouveau, je me dis c'est bon et je lance mon rendu toute la nuit, le matin je me réveille et j'ai pas les bonnes options, donc bien faire attention à cliquer. Vous voyez que de toute manière, lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, vous venez directement dans ces paramètres, donc ça suffit. Donc voilà, pour le petit tour du panneau de réglage, on y reviendra très certainement dans les chapitres suivants pour des cas concrets. On va juste voir les différents boutons. Le premier ici qui est le bouton dans la vue. Donc lorsque je clique, eh bien, je fais un rendu. Vous voyez qu'ici il n'y a rien. Tout simplement parce que tout à l'heure j'ai décoché l'option, vous voyez ici dans l'option j'ai décoché éclairage automatique. Vous remarquerez que Cinema 4D a une petite fonction très sympa. Il met en gras dès que vous avez modifié une option. C'est-à-dire que par exemple ici je vois que l'éclairage auto est en gras, ça veut dire qu'il a été modifié. C'est très pratique lorsque vous voulez voir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui peut causer problème dans un rendu. C'est très sympa. Donc vous voyez que je clique maintenant sur rendu, que j'ai un rendu tout moche de ma voiture, mais au moins il est là. Donc je l'enlève.
Donc ça, c'est le rendu dans la vue. Ici, lorsque je clique sur rendu d'une zone, je peux choisir ici de ne faire un rendu que d'un morceau dans ma vue Cinematic 4D. Je vais recocher éclairage auto pour qu'on se rende mieux compte. Donc voilà, que cette zone. Ensuite, vous avez rendu de la vue, et bien c'est la même chose que le bouton ici. Et vous avez zone de rendu interactif. Donc ça, c'est très pratique, parce que vous voyez, ça me crée un cadre dans la vue, et peu importe ce que je fais, dès que je relâche la souris, qu'il ne se passe rien dans le viewport ou dans Cinema 4D, eh bien, il fait un rendu en aperçu. Très pratique pour voir ses réflexions, comment ça se passe. Le seul paramètre que vous avez vis-à-vis de ça, il y en a deux, c'est la taille, évidemment, vous pouvez déplacer la zone euh, comme vous voulez. Vous pouvez lui mettre la taille que vous désirez dans la zone. Il y a ici un petit triangle que vous pouvez, vous voyez, cliquer et glisser de haut en bas. Si vous allez tout en bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qualité de rendu la plus faible. Vous voyez que c'est extrêmement pixelisé, on voit d'ailleurs carrément rien. Et si je vais tout en haut, ça va mettre plus de temps, bien entendu, mais le rendu va être propre. Donc vous pouvez du coup choisir d'avoir un rendu, vous voyez, vraiment très faible, et de se concentrer que sur les réflexions. Bon, alors on n'en a pas, donc forcément, ça ne nous inquiète pas. Vous voyez, on a juste des spéculaires ici qui apparaissent avec l'éclairage auto. Ça permet de voir très rapidement un aperçu. Pour l'enlever, eh bien, vous revenez cliquer sur zone de rendu. Ici, zone de rendu interactif, vous cliquez pour l'activer, recliquez pour l'enlever. Et enfin, le rendu dans le visualiseur, c'est là que on fait nos vrais rendus, que ça part en sauvegarde dans des fichiers. On clique une fois ici, une nouvelle fenêtre apparaît, et on a un rendu qui s'effectue cette fois à la bonne taille, parce qu'évidemment, le rendu que je fais dans la vue, il peut être plus long qu'ici, parce que eh bien, si votre résolution d'écran est plus grande que ce que vous rendez par exemple en 1280-720, et bien la zone de rendu est donc forcément plus grande. Et le Picture Viewer ici, alors il est beaucoup plus simple dans les versions précédentes, là c'est la version 11.5, donc on a ici ce nouveau panneau qui apparaît, qui permet par exemple si je le ferme, je me déplace et je fais un nouveau rendu, d'avoir ici un deuxième nom de fichier, de switcher entre les deux vues, vous voyez, pour voir par exemple des différences. On peut avoir les différents calques, donc, vous voyez, je peux atteindre mon alpha ici, le voir, du coup toutes les passes. Si je me mets en multipass, je dois pouvoir, vous voyez, en monopass, je vois où se trouve l'alpha. On voit que comme le fond est noir, eh bien la voiture est apparue en alpha. Ici c'est léger, c'est plus gris parce qu'on a la vitre. Et en multipass, donc tout ce genre de choses hein, que vous n'avez pas. Mais ici, c'est là que se passe le vrai rendu. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer votre image ici si elle n'est pas faite. Parce que si dans l'option de rendu vous avez ici enregistré un chemin d'accès, ça se fera automatiquement. Voilà, c'était l'aperçu des options de rendu. Prochain chapitre, on attaque le rendu studio, donc le placement des lumières, petite explication d'ailleurs sur les lumières. Vous voyez, c'est rapide hein, ce rendu, ce n'est qu'une lumière, qu'un sol et une sphère pour les réflexions. Donc on en parle tout de suite dans le chapitre suivant.